Bienvenue dans cette masterclass SIRH. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial, constituer une équipe projet. Et pour m'accompagner ce matin, Anaïs et Jonathan. Bonjour. Salut Anaïs. Jonathan, tu te représentes rapidement pour le 0,1% des personnes qui ne te connaîtraient pas. Oui, ça va. Alors moi, je suis Jonathan Goldfarb. Je bosse aujourd'hui chez Synergie, qui est un groupe de travail temporaire et d'expertise RH. Je suis directeur de développement RH, donc je m'occupe d'un ensemble de scope qui va du recrutement, de la formation, marque employeur, SIRH et tout ça. Et avant, j'ai fait 11 ans chez Casino. Et du coup, tu as eu quelques projets à mener SIRH dans ta carrière avec, j'imagine, certains écueils, certains points forts. Donc, tu vas avoir plein de tips à nous donner sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce à quoi il faut faire attention. Ouais. Et la première question, c'est, si on revient un peu en arrière, c'était quoi ton premier projet SIRH Le tout premier, c'est quand j'étais chez Monoprix et que j'ai implémenté, on est passé de Profilsoft à Talentsoft. Okay. Tout premier. Ça remonte à 2012. Hein. Ça n'existe même plus. Ouais, voilà, c'est ça. Avant Jésus-Christ. Et du coup, à cette époque, tu as participé, on t'a dit quoi ? On t'a dit, bah voilà, on lance un projet, on monte une équipe. Comment ça s'est passé ? En fait, souvent, on fait appel à ceux qui manipulent le plus les outils actuels pour essayer de les transformer. Et donc, c'était ce qui s'est passé. Moi, j'étais un peu geek sur les bords et je suis toujours. Et en fait, je bossais beaucoup avec Profilsoft parce que j'avais aidé à le co-installer. Et donc, quand on est passé sur Talentsoft, on m'a dit, ouais, si t'intéresses de faire partie du projet, vas-y, banco, quoi. Donc, alors, c'est comme ça que ça se passe en général. Faire partie du projet, c'est quoi ? C'est de dire, bah tiens, il y a une équipe, comment ça marche ? Alors, moi, je pense que, en tout cas, à l'époque, maintenant, c'est plus comme ça, mais quand tu commences à faire partie d'un projet, c'est tu vas commencer à faire des petits ateliers déjà de prise de besoin pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment toi, tu l'utilises, comment idéalement, tu aimerais l'utiliser, quels sont les process. Il y a une sorte de cartographie des process et ensuite, on se dit, tiens, grâce à cet outil, comment tu voudrais améliorer ça ? Et après, ces ateliers, tu rentres un peu dans le train, quoi. Quand tu commences à faire partie des ateliers, c'est que déjà, tu sais que tu vas être embarqué sur le reste. Et donc ensuite, c'est par exemple les discussions avec les éditeurs, voir les démonstrations. Là, en gros, tu m'expliques qu'il n'y a pas eu d'équipe projet dès le départ. Au tout début, non. T'es rentré dans un truc, t'as pris le train en marche, ouais. Et on fonce et on s'est pas dit, tiens, y a quelqu'un de l'IT, de la finance, on implique 2 ou 3 managers opérationnels pour réfléchir aux besoins, il y a telle personne de la RH qui est dédiée à tant de pourcentage sur le projet. Ça s'est pas fait comme ça. Non, pas du tout. En plus, ça dépend, je pense, beaucoup des projets, mais aujourd'hui, tu as grosso modo 2 grosses catégories de projets. Le petit SaaS que tu mets en mode POC comme ça, et le gros projet SIRH qui est réfléchi, mûri et qui met des années à aboutir. Et en fait, souvent... On va dire que ça commence par des petits POC et des petits projets SaaS, et après, ça transverse vers quelque chose de plus gros, quoi. Mais si on voulait faire les choses bien, entre guillemets, et faire une vraie équipe projet, justement un peu équilibrée, avec des profils variés, des profils techniques, des profils plus RH, tu nous donnerais quoi comme conseil ? Alors déjà, la toute première étape, je pense que c'est déjà de faire former tous les collaborateurs qu'on va imaginer faire partie du projet à de la gestion de projet, parce que ça ne s'improvise pas. Que ce soit de la PMO, que ce soit de la MOA, en tout cas, il faut aujourd'hui avoir cette vraie culture projet. Il y a des étapes à respecter. Quand on les prend à l'envers, le projet il peut complètement foirer. Donc évidemment, c'est déjà introduire toute cette culture projet. Si au sein de la société, on n'a pas un département technique ou IT qui prend un peu cette casquette, souvent c'est la direction de la transformation ou des choses comme ça qui manie Lean, qui manie le design thinking et toutes ces choses-là, et ça permet d'accompagner les collaborateurs. Et si on n'en a pas, il faut externaliser, bien évidemment. En tout cas, au moins sur les premiers temps, essayer de préparer avec un tierce c'est ce genre de stratégie, parce que c'est compliqué et ça se met pas. C'est pas quelque chose qu'on plug aujourd'hui comme ça aussi facilement que ce qui est dit par les éditeurs. Et je parle pas pour Factorial, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que c'est important d'avoir cette rien que la culture projet.
Puis c'est pas natif pour les RH. Déjà l'IT c'est pas natif, c'est pas une appétence même des RH. En général, quand tu vas dans la fonction RH, la partie IT c'est pas forcément ton délire. Et la gestion de projet RH n'est pas franchement similaire à la gestion d'un projet IT. Il y a quand même des étapes assez différentes. Bien sûr, et puis en plus, il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, en général, comme ce n'est pas des équipes projets qui sont dédiées, il y a la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, il y a le run. Donc en fait, on appelle ça une casquette supplémentaire, c'est une casquette projet. Mais en vrai, cette casquette, elle finit par devenir un gros chapeau et qui prend tout ton temps quasiment. Donc voilà, je pense que c'est très très important aujourd'hui, même dans les écoles, que les RH se forment à la gestion de projet parce que de plus en plus, on leur demande d'être innovants, d'être créatifs, d'imaginer des solutions qui vont leur permettre d'améliorer ici l'expérience collaborateur, là l'expérience candidat. Et donc, ils sont forcément tout le temps amenés à manipuler les outils et donc autant savoir comment les installer, quoi. Si tu dois définir une équipe projet idéale, ça serait quoi la team idéale pour mener un projet SIRH ? Quelle partie prenante tu intègres dans cette équipe ? Encore une fois, ça dépend de la taille du projet, évidemment. Mais pour moi, il y a quand même 3 incontournables à chaque fois. C'est le métier. Donc, ça peut être les RH. En l'occurrence, là, on est sur un projet SIRH, donc le métier RH. Évidemment, les achats. Parce qu'aujourd'hui, au moins la DAF, en tout cas, un côté financier. Qu'on ne se dise pas, il y a des négociations, il y a des contrats à mener, il y a des logiques avec les lois Sapin, toutes les logiques autour de je choisis tel outil ou je choisis tel outil, en tout cas dans les appels d'offres à mener, ça se fait pas n'importe comment. Et évidemment, ça va forcément avec, mais toute la partie DSI et conformité, parce que pour le coup, dès qu'on parle de tout, encore plus RH, il y a des soucis de conformité, RGPD, et donc il faut que ce soit hyper carré. Et la DSI, parce que si on plug un petit outil comme ça, forcément on va réussir à le faire vivre de manière autonome, mais quand il va falloir mettre à jour les utilisateurs, quand il va falloir proposer du SSO pour pouvoir se connecter rapidement, quand il va falloir arriver à supprimer et enlever des fonctionnalités, là en fait, même si tu avais du temps pendant ton temps projet, tout le run, il est pas maintenu et après c'est dysfonctionnant. Après, alors, ça dépend de la taille du projet évidemment, mais en tout cas les 3. Petite précision, SSO, Single Sign-On, c'est un processus qui permet aux utilisateurs de se connecter avec un seul accès. Ouais, je traduis pour les gens qui ne connaîtraient pas. Il manque une 4e dimension à mon sens, c'est impliquer dans les métiers, tu as effectivement la partie RH, mais tu as les opérationnels, tu as des utilisateurs finaux par exemple qui sont les salariés, les managers. Est-ce que tu intègres aussi un noyau dur de managers représentatifs ? Oui. Parce que ça aussi, ça fait partie de ton équipe métier. Évidemment, moi, quand tu me disais métier, pour moi le métier, c'est si par exemple c'est un outil pour les RH, je sais pas, genre un outil de gestion, j'en sais rien, moi, de la paye, on va mettre que les RH dedans, tu vois. Maintenant, si c'est un outil qui, comme effectivement un SIRH plus global, qui va avoir comme les entretiens annuels, avec par des exemple. workflows ou des choses comme ça, évidemment qu'il faut en premier lieu inclure les opérationnels. Et souvent, c'est une question qui pose débat, c'est-à-dire quand inclure les opérationnels, est-ce que c'est finalement au début quand le produit il est pas encore fini, ou alors à la fin quand le produit il commence à être fini, parce que tu as toujours cette tendance à te dire si j'inclus les opérationnels au début, ils vont avoir peur. S'ils ont peur, ils vont pas véhiculer un message positif vis-à-vis de l'environnement et du réseau. Mais moi, je suis vraiment partisan de les inclure dès le début, parce que ça permet de mettre déjà les premiers rouages de la conduite du changement qui va être qui va être capital, et parce que ils ont des idées qui sont juste ouf, parce que habituellement c'est eux qui manipulent tous ces outils-là, et donc forcément quand ils vont penser avec leur esprit pratique, ça va être beaucoup plus fonctionnel que ceux qui sont éloignés du terrain et qui pensent savoir comment ça fonctionne. Et moi, je me pose la question, tu vois, pour une PME, par exemple, qui n'aura pas forcément des ressources aussi importantes à allouer à ce projet-là, en termes de personnel, vraiment. Ça se passe comment ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui veulent se lancer dans la digitalisation. Et en fait, un des freins qu'ils ont, c'est non, en fait, on n'a pas assez de
de personnes pour gérer le projet, quoi. Qu'on fait comment dans ces cas-là? Tu peux faire du recours à l'externe sur du consultant indépendant, sur des cabinets d'AMOA. Après, sur des plus petites entreprises, si on parle TPE et petites PME, les projets en termes de dimensionnement, sont quand même moins importants. Donc, tu auras de toute façon forcément quelqu'un aux achats ou le DAF ou autre qui va s'impliquer. Tu as forcément quelqu'un qui s'occupe d'une partie de la DSI. Et niveau RH, c'est là où c'est plus compliqué parce que tu vas être sur des équipes entre 1 et 4-5 personnes max en fonction des configs. Et là, tu as vraiment intérêt à externaliser une partie de tes ressources. Tu peux même faire du CDD, j'ai vu tous les modes opératoires possibles. Tu peux faire du renfort temporaire. Ouais, il y a ça. Et puis, en tout cas, ce qui est je pense important dans la façon de gérer une équipe, ou alors en tout cas de la sélectionner quand on a, c'est que même si ils sont pas du métier, ou même c'est déjà une appétence pour le sujet, parce que c'est hyper important, c'est des projets qui sont qui prennent du temps en fait au quotidien, même si ça dure pas très longtemps sur des petits projets, et surtout d'avoir deux types de persos, des créatifs et des bien que les deux s'opposent pas, mais et des gens qui sont plutôt cadrés et rigoureux. Parce que dans le projet, tu auras ces deux composantes-là. Tu vas devoir trouver des solutions pratiques parce que tu vas rencontrer des problèmes, c'est sûr et certain. Et tu vas devoir trouver des gens organisés parce qu'il faut de la traçabilité, il faut des écrits, il faut des comptes rendus. Et donc, en fait, il faut vraiment cette dyade qui fait que ça fonctionne plutôt en général assez bien. Et souvent, l'erreur qui est faite sur les petites structures, les PME, mais même dans les grands groupes, c'est de se dire on n'a pas la ressource, on va aller chercher quelqu'un à l'externe. C'est consultant externe, on va pas se mentir, c'est entre 600 et 1500 € jour en fonction de l'expertise. Bien sûr. Même sur un projet SIRH, tu vois. Et souvent, les boîtes font l'économie au départ de se dire on n'en a pas besoin pour démarrer. Mais le problème, c'est que quand tu démarres, en fait, tu fais un cahier des charges. Et déjà là, si tu te plantes, mais même ton projet est foutu. Donc, c'est un budget... il faut vraiment dimensionner ton budget en prenant en compte les éventuelles ressources externes. Mais même la réalisation du cahier des charges, quand tu n'as pas la culture projet, tu ne penses pas à le faire. Donc, si tu n'es pas accompagné, si tu ne le sais pas, encore à la limite, les éditeurs, maintenant, ils ont un peu plus, dans leurs équipes, ils ont ce type de culture-là. Donc, ils te guident en te disant, oui, il va falloir faire un cahier des charges. Parce que de toute façon, dans le cadre des appels d'offres, tu dois proposer un cahier des charges. Mais sinon, les gens n'ont pas naturellement cette culture-là. Et d'ailleurs, souvent, quand tu regardes les cahiers des charges, quand tu n'as pas la technique, c'est ni fait ni à faire, en fait. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que tout part de là, en réalité. Ça tombe bien que tu en parles, puisque ce sera le sujet de la prochaine masterclass. Voilà. On va donner des conseils, j'espère, qui aideront les entreprises qui veulent mettre en place leur SIRH à faire un cahier des charges qui tient la route et qui soit vraiment utile pour le bon déroulement du projet. Hyper important. Alors, cette équipe projet, elle est un peu à géométrie variable et elle va dépendre aussi de l'avancement du projet, parce qu'au départ, tu as une équipe projet, on va dire, une sorte de comité de pilotage avec, on va dire, les représentants de la direction financière, DSI, DRH, peut-être même métier. Et puis ensuite, le projet avançant, une fois que tu as fait ton cahier des charges, ton appel d'offres, etc., tu vas rentrer dans d'autres dimensions qui sont les phases de recettes applicatives, par exemple, où là, tu vas peut-être même avoir une équipe dédiée à la recette applicative. Puis ensuite, tu vas passer dans tout le change, où là, tu vas avoir une équipe peut-être dédiée au change. Donc, finalement, en fonction de la taille de ton projet, tu as une équipe, un noyau dur, et puis tu vas avoir des équipes modulaires qu'il va falloir mobiliser quand même bien en amont des phases pour pas mettre en péril ton projet. Et est-ce que le chef de projet SIRH doit être forcément le DRH? Pas forcément, non? Non, pas nécessairement. En fait, déjà dans les équipes projet, je pense que, encore une fois, on l'a déjà dit, mais ça dépend de la taille du projet. Mais en tout cas, l'équipe de projet, même si elle peut s'agrandir au gré des phases, il doit quand même y avoir effectivement ce tronc commun qui reste constamment là du début à la fin. Un comité de pilotage. Okay. Ouais. Et même des acteurs qui font, parce qu'on a souvent le côté... on a des pilotes, mais on n'a pas de producteurs. Or, dans un projet, ce qu'il faut, c'est produire. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est-à-dire que quand on doit produire des fichiers, parce que souvent les éditeurs demandent des templates
particuliers et il faut les remplir. Ça veut dire qu'il faut extraire les bases de données, il faut retraiter les informations. Et en fait, souvent, ce qui pêche, c'est ça, c'est les producteurs. Parce que le mec qui est là et qui dit, ou la fille, bah voilà, on va faire 10 réunions, on va faire ça. Entre guillemets, c'est plus facile. Ouais. Mais quand on doit tenir les délais et être producteur... Ça me fait penser qu'on a oublié quelqu'un dans l'équipe projet. Tu m'y as fait penser là, en parlant de la génération des fichiers. Si c'est un changement de SIRH, à un moment donné, il te faut ton ancien éditeur quelque part dans le process. Ouais, alors en général, ils sont pas très facilitants. Ils sont pas facilitants, mais à un moment donné, il faut quand même que tu t'assures, alors sans que ce soit un membre à part entière de l'équipe projet, il va être en capacité de délivrer au moment où tu vas en avoir besoin. Donc ça, c'est quelque chose de délicat qui peut s'anticiper, même dans les contrats avec les éditeurs. Déjà, tout début, il faut le prévoir dans le contrat dès le départ. Qu'est-ce qui se passe en cas de fin du contrat? Est-ce que si je veux récupérer mon fichier, c'est gratuit, c'est payant? Combien de temps ça prend? Et tout ça, il faut le prévoir d'entrée de jeu. Mais ça va avoir un impact dans le dimensionnement de l'équipe projet, du planning, etc. Et même dans le nouvel éditeur, en général, il faut prévoir ces clauses-là parce que c'est pour ça que je dis que on a oublié un autre acteur, le juridique. Parce qu'on a dit achat, appel d'offres, mais il y a le juridique évidemment. Enfin, on démarre aucun projet sans que le juridique ait vu les contrats. Achat et juridique, ça. Oui, mais c'est pour ça. Mais c'est quand même important parce qu'ils n'ont pas du tout la même compétence et souvent le juridique prend beaucoup plus de temps que les achats. Enfin, en moyenne, en fonction de la bande passante, c'est 3 mois, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, clairement. Et même dans les clauses de ton contrat au début, il faut prévoir ta reprise d'historique parce que souvent, standard, les outils, c'est 1 an. Or, on sait que dans les RH, des fois, on doit remonter jusqu'à 10, 15. En tout cas, si on parle de paye. Et ça, c'est pas prévu au niveau standard dans les éditeurs classiques. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en termes de structuration de l'équipe projet, oui, on va avoir un comité de pilotage dans lequel tu vas avoir... en fait, le DRH, c'est le pilote, c'est le sponsor, en fait, comme le CEO ou le DAF pour être le sponsor. Et après, tu vas avoir l'équipe plus opérationnelle qui va constituer un comité de projet et va dépendre de ce comité de projet des opérationnels qui vont mettre les mains dans le cambouis, qui vont être vraiment à la réalisation du projet. Idéalement, en tout cas en directeur de projet, il faut quelqu'un qui ait du poids quand même. Okay. C'est-à-dire parce que quand tu te retrouves à devoir manager ton propre chef ou un directeur des systèmes d'information parce que il faut faire avancer tel sujet, bien sûr. Ça ne veut pas dire que ce soit un poids au niveau hiérarchique, mais juste un poids au niveau personnalité ou au niveau impact dans la société, parce que quand il va falloir débloquer des choses, il faut qu'il soit écouté, quoi. Et après, juste dans cette équipe projet, ce qui est hyper important aussi, c'est il faut extrêmement, pour moi, je pense que c'est la clé de la solidarité et beaucoup de cohésion. On peut pas, je trouve, faire des projets avec des équipes qui se connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qu'on dit vous avez jamais parlé mais vous allez être réunis sur ce projet-là. Il faut au moins avant les faire travailler 1 mois en amont quand on sait qu'on a identifié l'équipe projet qui va bosser sur le sujet, faire un peu un espèce de onboarding ou un week-end d'intégration, on part pas en week-end, mais il faut faire une intégration de cette équipe projet parce qu'en fait c'est une entité à part entière et que si c'est j'ai un mot pas très propre qui me vient à aider, mais si c'est le bordel, dans l'équipe projet en question, ça peut mettre en l'air complètement le projet. Ouais. Et puis il faut les impliquer aussi finalement dès le départ, quoi. Tout le monde, mais surtout eux. Ça c'est un bon point justement pour finir ce premier épisode. Est-ce que tu rémunères les membres de l'équipe projet par rapport au projet? Puisqu'en fait, finalement, tu l'as dit, c'est une surcouche à leur travail habituel. Donc, est-ce que le meilleur process, c'est de dire, bon, on vous a détaché temporairement sur un projet, parce qu'on va pas se mentir, il y a des gens qui sont dans le projet, ils ont certainement pas envie d'y être. Est-ce qu'il y a une incentive? Est-ce que ça, c'est une bonne pratique ou pas? Moi, je trouve ça toujours compliqué l'incentive parce que. Ça rend le TRH. Ouais, non, mais c'est pas ça. Mais non, parce que tu vois, par exemple, nous, on rémunère nos formateurs occasionnels. C'est logique parce que c'est un travail qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font habituellement et ça sert pas
on va dire ça sert l'entreprise, mais à titre personnel, j'ai envie de dire quand même un projet SIRH, c'est un peu le rôle quand même des RH de s'assurer qu'il y a un système d'information qui fonctionne bien et qui ça fait partie des composantes du métier. Savoir utiliser un outil, aujourd'hui, ça fait partie des composantes du métier. Alors, donner une prime, why not? Enfin, je trouve que ça peut potentiellement une prime exceptionnelle pour investissement, c'est valorisant. Mais par contre, et a posteriori, je veux dire, donner une rémunération supplémentaire parce que pendant tout le temps du projet, il y a un détachement et que je ne suis pas forcément favorable. Qui plus est, et c'est mon cas, quand tu es pendant 1 an et demi ou 2 ans sur un projet, tu acquiers tellement d'expérience, de compétences qui après se valorisent vachement plus que quand tu n'as pas cette composante-là, que c'est quand même quelque chose qui est positif. Mais par contre, au-delà de l'incentive, moi je pense que la valorisation des managers ou des directeurs, des équipes sponsors, parce que quand tu es dans un projet, t'en chies quoi. En général, il faut quand même pas sous-estimer ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une course d'endurance, c'est pas un sprint le projet. Et tout au long, il faut recevoir des strokes positifs qui nous encouragent à pas baisser les bras, à être dans une dynamique de construction, d'essayer de passer au-delà des obstacles. Et ça, c'est hyper important et ça vaut plus que tout l'or du monde. C'est important que les sponsors fassent leur travail aussi de motivation des troupes. Ils ont un rôle capital. Et ne restent pas en retrait pendant 6-12 mois, comme on peut le voir souvent sur les projets, en fait. Ça, c'est une des clés pour garder une équipe motivée et engagée. Et on a parlé beaucoup de l'équipe intra, mais en tout cas, il faut faire une alliance avec l'éditeur, une alliance avec le cabinet d'intégration, si on en a. Je ne sais pas s'il y a des intégrateurs en général, mais en général, il y en a pour des gros projets. Et cette alliance-là, elle est aussi très importante. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'équipe intra. C'est être en phase avec l'éditeur, être en phase avec l'intégrateur, être en phase avec le PMO ou la MOA quand il y en a. Et en fait, c'est tout ça qu'est l'équipe projet. Ce n'est pas que l'équipe interne. Parce que quand il y a des STIRCO, quand il y a des comités de pilotage ou ce genre de choses, c'est tout le monde qui est autour de la table et qui veut faire aboutir le projet. Et c'est vrai qu'il y a cet inconscient qui dit que le mec de l'intégration, plus ça dure, plus il gagne de l'argent parce qu'il y a des délais qui sont reportés. Mais en réalité, non, c'est l'image qui est catastrophique pour un intégrateur qui est en retard sur un projet. Il s'est booké sur d'autres. Donc tout le monde a envie de faire avancer le projet. Et ça, c'est vraiment très important. Quand il y a une alliance là-dessus, c'est là où les projets réussissent le mieux, quoi. Et c'est vrai que souvent, par nature, les équipes sont un peu opposées. Ouais. T'as souvent l'impression, quand tu vas en comité de projet, d'avoir l'équipe interne face à l'équipe éditeur ou intégrateur, exactement. Alors que, comme tu le dis, tout le monde est là pour la même chose. Tout le monde a un intérêt déjà financier à ce que ça aille vite pour éviter les dérives et a envie de passer au projet suivant, en fait. Ouais. Moi, tu vois, je prends beaucoup la comparaison du serveur en restauration parce que j'ai fait ça pendant 10 ans, mais je trouve qu'on peut toujours tout ramener à ça. Et pour moi, c'est vraiment comme une brigade, en fait. C'est-à-dire que tous les membres de l'équipe, tu peux te mettre sur la gueule pendant le service parce que les plats, ils sortent pas. Mais en fait, tu sais que la finalité, c'est que le service va se passer bien et à la fin, vous serez tous soulagés quand ce sera passé. Et tu peux avoir des confrontations, mais ça doit rester quelque chose de très... avec un fond, en tout cas, où il y a une alliance entre tout le monde. Top. Tu veux un parallèle au salaire de la restauration par rapport à ceux des RH? Bien joué, Jonathan. On a compris le message. Top. Nickel. Ouais. Ça va? Ouais. Super. Merci beaucoup, Jonathan. Avec plaisir. Merci. Et on se retrouve très prochainement pour un épisode, une masterclass dédiée à la rédaction d'un cahier des charges.